Ocus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ceux qui sont là, peut-être on pourrait faire un signal à la salle de café qu'il y a une séquence intéressante pour que les gens viennent assister à cet exercice toujours un peu compliqué pour un ministre qui doit contrôler sa parole publique de la question de la session one-on-one avec un journaliste, mais je suis sûr que tout ça va très bien se passer. J'ai été très impressionné par la qualité et la densité des discussions de ce matin qui montrent à quel point le secteur des hydrocarbures est en fait un secteur global qu'il faut envisager en amont, en aval, la distribution, l'exploration, la production, la commercialisation, et de voir à quel point à la fois les besoins et les potentialités sont extrêmement importantes en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur le Ministre, je vais commencer par l'actualité, puisque, en fait, la presse internationale et nationale s'est focalisée sur le fameux retrait de ces appels d'offres en octobre. Comment vous interprétez ce retrait et quelles conséquences vous en tirez pour les plans d'avenir? Merci, Ziad, pour la question qui, effectivement, a défrayé la chronique. Donc, il vous souviendra qu'en 2022, le gouvernement de la République avait décidé de valoriser ces blocs pétroliers et gaziers et avait donc lancé un processus d'appel d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Et à l'avènement du gouvernement de son Excellence Madame Judith Suminwa, donc, il m'a été demandé de procéder donc à une évaluation de cet appel d'offres et de voir dans quelle mesure on pouvait relancer un nouveau processus. Donc, après l'évaluation qui a consisté en fait à faire le tour des majors, des juniors, et pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette infructuosité? Les réserves sont estimées à près de 22 milliards de barils. Ce qui est vrai, c'est que la manne financière qui existait il y a une dizaine d'années pour l'exploration n'est plus la même du fait de la transition énergétique et tout ça. Mais néanmoins, le potentiel de la RDC reste énorme. De ces débats avec mon bâton de pèlerin, j'ai pu justement recueillir les dysfonctionnements ou plutôt la sécurité juridique qui manquait à ce processus d'appel d'offres pour les investisseurs, suivi donc d'un problème fiscal qui n'était pas, selon eux, assez attractif. Et enfin, la constitution d'une base de données pétrolière, donc la certification des ressources. Alors, c'est comme ça que le 11 octobre dernier, j'ai fait passer donc au Conseil des ministres la clôture de la première série. J'ai proposé et obtenu l'aval du Conseil des ministres de pouvoir relancer le processus, mais après avoir présenté un nouveau décret qui sera signé par la Première ministre, qui va donc prendre en charge à partir du dépôt jusqu'à la signature de contrats de partage de production, cession des droits d'hydrocarbures, Conseil des ministres, donc toute la procédure. Et enfin, un régime fiscal des plus attractifs. Donc j'ai donc contacté l'APO, qui est donc l'association des pays africains producteurs de pétrole. J'ai dressé un barème comparatif. Nous avons recruté des grands cabinets qui travaillent sur une proposition de décret taillée sur mesure pour les gros investisseurs
assorti donc d'un régime fiscal des plus attractifs. En même temps, nous avons recueilli toutes les données sismiques qui existaient. On a repris contact avec Tuloy et tant d'autres pour faire un reprocessing. Ça veut dire une nouvelle interprétation des données sismiques, une espèce de 3D virtuel qui va donc confirmer les ressources, les réserves. L'idée ici est de relancer le processus d'appel d'offres sous des blocs prolifiques, porteurs, avérés, comme les blocs 1 et 2, pour ne pas les citer, qui se trouvent donc au Graben-Albertine. Et l'on sait que l'Ouganda a fait une trentaine de forages qui ont donné un taux exceptionnel de réussite de 85%, qui ont certifié leurs ressources à 3,5 milliards de barils. Or, nous partageons le même bassin, et le bassin donc est asymétrique, donc il est plus profond du côté de la RDC. Donc raisonnablement, nous pensons que les réserves sont plus importantes. On pourrait peut-être dépasser les 3 milliards de barils sur le bloc 1 et 2. Ensuite, comme vous le savez, il y a un pipeline qui est en train d'être construit de l'autre côté. Donc, ce serait donc encore plus attractif si on obtenait un raccordement. C'est comme ça que j'ai introduit au Conseil des ministres, très rapidement, la ratification d'une convention qui existe entre la RDC et l'Ouganda sur la gestion des gisements d'hydrocarbures communs. Cette ratification devrait nous donner un droit d'entrée automatique donc au futur pipe. Juste une question, et je sais que la salle est tout à fait au courant, mais il y avait quand même un conflit sur ces blocs, fameux blocs 1 et 2 au lac Albert, avec une société Ventora qui était présente, avec un exploitant à qui on a demandé de partir, qui a eu des problèmes judiciaires ailleurs dans le monde, et pas dans le plus petit pays du monde. J'ai cru comprendre qu'on était sur un processus où on a avancé notablement sur les questions d'indemnisation et la récupération de ces blocs 1 et 2 par les autorités. Oui, là aussi je peux vous confirmer qu'en concertation avec l'administration américaine, donc on parle du groupe Ventora, de l'homme d'affaires israélien que vous connaissez, et je peux ici confirmer au nom du gouvernement congolais que le processus touche à sa fin. D'ici quelques semaines, le groupe Ventora sera totalement désintéressé de tous les actifs congolais. Donc, c'est une affaire de semaines. Donc, les blocs 1 et 2 sont assainis et totalement récupérés par la République démocratique du Congo. C'est une information extrêmement importante dans le cadre d'un nouvel appel d'offres. Vous avez dans votre esprit quel type de timing raisonnable, disons, pour relancer le processus? Je crois que pour le décret, nous devrions être prêts courant du mois de janvier. Le régime fiscal aussi, certainement dans la foulée. Le reprocessing, donc le traitement des données pour certifier, parce que la volonté du président de la République, c'est justement de valoriser ces blocs à leur juste prix. Donc, chaque fois on parle de réserves, mais ces réserves-là ne sont pas valorisées. Et le pays s'était vraiment lancé dans une campagne minière en oubliant les hydrocarbures. Donc maintenant, la volonté du gouvernement et du chef de l'État qui m'a instruit, c'est d'abord certifier et ensuite revenir donc au niveau d'un appel d'offres restreint avec un nouveau cadre légal qui sécurise les investisseurs assorti d'un régime fiscal motivant et enfin une interprétation des données. Et à ce moment-là, comme le groupe Ventora, ici je répète, est totalement désengagé, je le confirme, là, dans quelques semaines, ce sera officiel. À ce moment-là, nous irons donc vers cet appel d'offres restreint. Alors le timing
pour le traitement des données, c'est à peu près 2 mois, 2 à 3 mois. Donc, raisonnablement, on peut parler du premier semestre 2025, où nous allons relancer le processus d'appel d'offres, mais restreint sous les blocs 1 et 2. Alors, il y a un autre site qui intéresse beaucoup les observateurs du monde pétrolier. C'est la fameuse zone maritime d'intérêt commun avec l'Angola et le bloc 14. On en est où dans l'évolution de cette opération? Oui, merci pour la question. En effet, nous avons signé dernièrement en Angola un avenant sur cet accord de gouvernance et le contrat de partage de production avait déjà été signé. Il est question maintenant que nous puissions là aussi ratifier cet accord au niveau de notre Parlement. S'en suivra donc courant février 2025 la grande réunion technique sur la production qui sera opérée donc par le groupe Chevron. Les deux pays ont ouvert un compte joint pour le partage des dividendes. Donc il ne reste que la ratification, la réunion technique de production et nous y allons. Tout ça implique, j'allais dire, un réseau de relations diplomatiques et politiques avec les voisins, comme si on était en marge de créer un marché régional de l'énergie hydrocarbures. Je vous parlais de l'Ouganda, vous parlez de la Tanzanie, vous parlez de l'Angola. Est-ce que tout ça, c'est réalisable politiquement et diplomatiquement? Est-ce que tous les acteurs sont alignés? Ce n'est pas réalisable, c'est réalisé, puisqu'il existe déjà des conventions signées avec l'Angola, je viens d'en parler. Avec l'Ouganda, nous allons ratifier, la partie ougandaise a déjà ratifié. Nous avons une convention en termes d'hydrocarbures avec le Congo-Brazza. Nous avons un MOU à revisiter et à renouveler avec la Tanzanie, parce que le pipe qui est en face va jusqu'en Tanzanie. Donc il serait judicieux dans la prochaine poursuite de l'appel d'offres concernant les blocs Tanganyika, que nous puissions signer avec la Tanzanie pour être raccordés de ce côté-là. Donc effectivement, nous cherchons un partenariat stratégique avec tous les pays voisins, notamment l'Angola, qui est le deuxième producteur, avec plus d'1 million de barils jour, qui vraiment est un exemple pour nous. Donc, quoi que de plus normal que nous renforcions notre coopération. Alors, je m'adresse à vous en tant que ministre, mais aussi responsable politique. Quand on lit la presse internationale en particulier, il y a 2 dossiers qui sortent sur le dossier hydrocarbures. C'est le dossier environnement et préservation de l'environnement. Et le deuxième dossier, c'est le dossier gestion publique de la manne éventuelle qu'apporterait la mise en exploitation d'un vrai potentiel hydrocarbure. Alors sur l'environnement, je sais que c'est compliqué, mais comment le ministre des hydrocarbures gère à la fois la partie production et en même temps la question de la protection des sites, en particulier dans les proximités de forêts classées, etc. Est-ce que ça a évolué, cette discussion? Oui, Monsieur Ziad, en effet, nous allons redécouper les blocs qui posaient problème, notamment le bloc 3, qui avait donc une partie du parc Virunga. Nous allons donc amputer toutes les aires protégées, les tourbières du processus d'appel d'offres. Toute cette partie-là sera gérée par notre collègue de l'environnement qui, je crois, demandera une compensation en termes de crédit carbone. Donc je peux dire ici aux ONG que le prochain appel d'offres ne comprendra pas d'aires protégées. Et sur la question tout aussi délicate de la gestion publique, si on produit X milliers de barils par jour et qu'on rentre X centaines de millions de dollars, voire, j'espère un jour, on comptera en milliards de dollars, est-ce que les structures de gestion publique sont prêtes à absorber un choc pétrolier, comme on dit, en termes de ressources? Oui, je vous disais que nous sommes en train d'améliorer le cadre légal. Et on ne peut pas améliorer sans la traçabilité
qui va donc de pair avec la sécurité juridique des investisseurs. Le Congo aujourd'hui, et à chaque fois que je parle avec le président de la République, il faut que la population puisse jouir des délices de son pétrole. Donc nous voulons donc de la transparence, c'est pour ça que nous insistons justement sur le reprocessing des données pour avoir la certification des données sismiques qui consacrent les vraies réserves pour justement vendre ces blocs au juste prix et que la population puisse donc en bénéficier. Alors pour conclure, on est quand même dans un pays assez extraordinaire qui est au debout de la transition énergétique et du développement durable, c'est-à-dire on a un potentiel de ressources carbone, et que ce soit le pétrole, le gaz, et en même temps on a un potentiel qui est déjà exploité d'ailleurs de ressources qui sont essentielles à la transition énergétique. Je pense en particulier aux minéraux rares, etc. Et en même temps, on a un potentiel vert, la forêt. Comment on arrive à concilier ces trois pôles Est-ce que c'est ça qui fait que la République démocratique du Congo est au centre des enjeux du siècle presque? Tout à fait. Il y a un travail important qui est en train de se faire entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Hydrocarbures quant à ça. Et je crois que la priorité, certes, ce sera quand même le Conseil des ministres qui en fera des propositions très claires sur la nouvelle stratégie en matière environnementale et des hydrocarbures. Donc ça, il faut patienter un peu. Nous avons nous-mêmes nos processus. Il faut que le gouvernement lève les options et on pourra leur communiquer là-dessus. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.